Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le club, l'émission qui décline l'ADN de sport en France plus que jamais, la chaîne de toutes les fédérations du mouvement olympique, de toutes les compétitions. Et oui, de toutes les disciplines aussi. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une discipline assez jeune, créée en 2017, ça fait donc 5 ans. Une discipline qui se veut la petite sœur du baseball et du softball. On parle du baseball 5 ou 5, si vous voulez. Nous sommes en France, on a le droit de le franciser. Avec nous pour parler de cette discipline émergente, des membres de la Fédération française de softball, baseball, évidemment, sont avec nous sur ce plateau. À commencer par Elliot Fleiss. Bonjour Elliot. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint en charge de la vie sportive au sein de la Fédé et membre de la commission Baseball 5 du côté des instances européennes. Vous êtes donc une des personnes idoines pour nous parler de ce mouvement. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'être venu à nous. Et eh bien, cette discipline, on va également en parler avec l'un des membres d'une équipe de France qui brille chez les filles en baseball, récente championne d'Europe, mais qui est aussi manager des équipes de France de baseball 5. Il est avec nous, le Montpelliérain, Lassène Benhamida. Bonjour Lassène. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, formidable. Un petit voisin à vous, je dis petit, mais pas forcément petit par la taille. Il est ni moi, Olivier Skenadji est avec nous à distance aussi pour vivre cette émission avec nous, nous apporter sa science, le Gator de Nîmes. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Coach de Baseball 5 au sein de ce club, vous allez pouvoir nous éclairer sur l'univers un petit peu de vos pratiquants, comment vous les amenez à cette discipline et comment eh bien, elle connaît peut-être son éclosion et son développement dans cette région Occitanie. Et puis, last but not least, Chiara Henrione Torrent, Chiara, pour avoir écorché votre patronyme, une vraie jeune championne qui est avec nous de Baseball 5. Comment allez-vous, Chiara ? Ça va super, merci. Formidable. Alors, vous êtes un peu plus près de nous géographiquement. Les études vous amènent en banlieue parisienne du côté d'Orsay. Merci de nous accompagner. Vous allez, pouvoir nous parler un petit peu de votre arrivée dans la discipline et de comment s'organise un petit peu votre quotidien de championne. Sans plus tarder, la première partie de cette émission va nous amener à la découvrir, cette discipline émergente. On part sur Fait décodage. Avec une championne d'Europe dans cette émission et aussi une grande partie de l'état-major de la Fédération française, on va pouvoir déjà évoquer cette discipline qui est une discipline jeune. Elliot, on l'a dit, qu'est-ce qui la différencie dans ces règles? On va voir quelques images qui nous ont été concoctées par Anthony Drevet, notre chef d'édition. Par rapport à ces fameuses grandes sœurs dont on parlait, qu'est-ce qui fait la différence avec le baseball 5 qui, comme son nom l'indique, se joue à 5 donc? Oui, bien sûr, vous l'avez dit, elle est très jeune puisque les premières règles ont été créées en 2017, donc la discipline a seulement 5 ans. Ce qui la caractérise comme petite sœur, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'elle est plutôt urbaine. On a tendance à dire que le baseball 5, c'est la version urbaine du baseball softball, avec comme particularité qu'elle se joue à 5 contre 5 au lieu de 9 contre 9. Et elle se joue sur un périmètre réduit, un terrain extérieur, et on peut la jouer un petit peu partout. Et avec une particularité aussi, c'est qu'il n'y a plus de gants, il n'y a plus de batte, et l'outil principal, ça devient sa main. Et donc, une balle en caoutchouc, votre main, et vous pouvez jouer au baseball 5. Alors, la première fois que j'ai pu avoir l'occasion de voir ce genre de lancer au début, donc on est autonome, mais on a donc cette paume qui nous sert d'outil principal et il y a un rebond dans l'aire de jeu à effectuer d'abord. Donc on va chercher cet espace vide pour avoir le plus de chances d'avancer comme au baseball et d'aller chercher les bases. Oui, absolument. D'accord. Le concept de jeu reste le même. Il faut avancer autour des bases pour revenir à la maison pour inscrire un point. Le but, c'est de mettre la balle en tant qu'attaquant hors de portée de la défense pour pouvoir rejoindre les bases sur lesquelles on est safe ou sauf et on peut avancer ainsi de suite pour faire le tour complet des bases et ainsi marquer un point. Le concept reste identique. Alors,
Vous êtes assez humble pour ne pas le dire, mais vous êtes à l'origine aussi de cette édiction des règles de 2017 au sein de la Fédération internationale. Et la France a été l'une des pionnières, cocorico, pour édicter un petit peu ces règles, pour être proactive. Pourquoi la France est-elle un fief historique, Elliot ? Alors c'est un petit peu particulier, on remonte à 2017 justement, où à l'époque Didier Semminet, le président de la Fédération française de baseball et softball, on prend un temps tous les deux pour discuter développement de nos pratiques. Il faut savoir qu'au sein de la Fédération, on a une croissance de notre nombre de licenciés qui est quand même continue depuis une dizaine d'années. Maintenant, on cherchait à trouver des outils pour peut-être accélérer encore cette croissance. On a eu une réflexion sur le développement d'un nouvel outil qui se voulait peut-être plus simple, plus abordable au plus grand nombre, ou en tout cas qui pouvait intéresser des populations de personnes qui aujourd'hui n'étaient pas intéressées par notre fédération ou ne la connaissaient pas. Et donc on s'est inspiré d'un jeu qui était joué dans les rues de Cuba, grand pays de baseball, mais où on a parfois des manques de moyens. Donc les enfants ont développé des jeux de rue comme nous en France, dans le sport majeur qu'est le football. On peut jouer avec des buts qui sont faits par des t-shirts, des poteaux. Là-bas à Cuba, c'est la même chose mais autour du baseball. On s'est inspiré de cette discipline en imaginant qu'elle pouvait devenir un sport à part entière. Le président Semminet, à l'époque, a présenté au président de la Fédération internationale cette idée. Elle a été plutôt bien accueillie. En tout cas, on m'a permis, moi, d'aller explorer la piste avec le personnel de la Fédération internationale sur des premiers projets en Afrique notamment. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Quand vous parlez de nouveaux publics, pas forcément ayant connaissance de la fédération, de ses activités, on parle d'un jeune public notamment parce que la durée des matchs s'en trouve considérablement réduite. On passe sur des formats qui peuvent atteindre 15-20 minutes contre des matchs de baseball qui peuvent dépasser les 3 heures. C'est ça, hein, la vraie idée, c'est de coller à des pratiques un petit peu plus jeunes, de les fidéliser. Absolument. Alors on reste sur un point similaire avec le baseball et softball qui fait qu'on joue en manche et non pas en temps. Ouais. Malgré tout, effectivement, le temps moyen pour une rencontre de baseball 5, c'est à peu près 20 minutes, ce qui permet d'avoir des formats très courts. On décide le nombre de rencontres qu'on va jouer. Si on a 1 heure devant soi, on sait qu'on peut jouer 3 matchs. C'est aussi un petit peu cette quête du sport quand on a le temps, quand on a envie. C'est assez moderne et finalement, voilà, ce sport-là, il répond aussi à ça. On a une témoin privilégiée autour de ce plateau, ou plutôt à distance, Chiara, public plutôt jeune, championne de France de softball d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, avec son club d'Evry contre Saint-Raphaël, et qui est donc aussi championne d'Europe en baseball 5. La différence, d'abord, selon votre ressenti, Chiara, entre les deux disciplines, qu'est-ce qui vous a amené à explorer aussi le 5 ? En quoi vous vous y êtes retrouvé aussi ? Moi j'ai commencé le baseball 5 dans un objectif au départ d'avoir beaucoup de volume pour connaître de plus en plus de jeux dans le baseball. Et ce qui est bien avec le baseball 5, c'est que c'est beaucoup plus rapide et on peut avoir du volume assez facilement et on enlève toutes les contraintes de grand relais, d'agilité avec le gant et on se retrouve avec une discipline où on a plus besoin d'être rapide, d'avoir des bonnes mains et voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai un peu commencé et maintenant j'en fais juste pour faire du baseball 5 et pas forcément pour m'améliorer en softball. Oui, j'entends au travers de ce que dit Chiara qu'à l'image d'autres disciplines urbaines qui sont en train de faire leur niche, je pense notamment au 3-3 en basket, on a, ou aussi au hockey, qui à 5 contre 5 est en train de percer, on fait des prolongations maintenant en NHL sur des équipes en format réduit. On est devenu une discipline à part entière et ces publics la pratiquent en tant que telle. C'est plus un complément et ça, c'est un vrai progrès. J'imagine en si peu de temps, c'est une prouesse. Oui, absolument. L'essor, il est assez formidable en réalité. C'est vrai qu'initialement, le projet, c'était d'avoir un outil de développement pour la pratique du baseball et du softball. Mais on a vu que très vite, il y avait de l'intérêt et surtout, en travaillant à l'échelle internationale, on a vu qu'il y avait de l'intérêt partout sur la planète. Aussi bien dans les pays où le baseball-softball était très peu connu que dans les pays où il était très développé. Et donc, rapidement, la création de compétitions du niveau national au niveau international.
Avec une autre particularité majuscule, et c'est assez rare sur l'échelle internationale, sur l'échiquier mondial des disciplines, c'est d'être mixte. Avec, j'imagine, Chiara aussi des particularités potentiellement quand on appréhende l'adversaire qui arrive face à vous, l'attaquant, l'attaquante. Est-ce qu'on a les mêmes schémas ou est-ce que ça oblige tactiquement à penser certaines choses différemment, cette mixité? Est-ce que ça apporte une richesse supplémentaire à la pratique? Alors, de mon point de vue, le fait que ce soit une discipline mixte, ça apporte de la richesse parce que, certes, ça va pas être les mêmes profils pour tous les garçons qui jouent ou toutes les filles qui jouent, mais va quand même y avoir certaines spécificités. C'est vrai qu'en général, les garçons, ils vont frapper un peu plus fort et les filles vont devoir s'adapter en faisant d'autres choses, mais pas forcément utiliser la force. Du coup, en défense, il y a toujours ce raisonnement, savoir un peu comment ça va se faire, mais voilà, faut pas non plus généraliser. Ouais. Olivier, vous pouvez témoigner que du côté de Nîmes aussi, c'est un jeune public qui vient vous démarcher, qui va être un peu plus actif pour venir découvrir avec vous cette discipline, découvrir ou se perfectionner, j'entends évidemment. Qu'est-ce qui revient à vos oreilles? Qu'est-ce qui se dit sur cette pratique? Alors, je partage ce qui vient d'être dit, étant donné que moi, dans l'enseignement, en STAPS, parce qu'en fait, c'est une discipline que j'enseigne à l'université, et en fait, l'équipe de Baseball 5 et la section de Baseball 5 du club des Alligators de Nîmes a été créée par l'intermédiaire et pour les étudiants. Et donc, dans l'enseignement de PS, quel qu'il soit, la mixité est une richesse. Et là, cette discipline du Baseball 5 s'y prête complètement. Ouais, effectivement, on peut imaginer que sur ce public-là, on a finalement assez vite conquis ces personnes-là. Chiara, est-ce que vous pensez, vous, à opérer une bascule ou est-ce que les deux disciplines se complètent et vous nourrissent dans les deux cas, ce petit côté tendu effectif supérieur en five et puis la mère nourricière qui est le soft pour vous? Pour moi, ça reste des disciplines qui sont quand même assez complémentaires et je ne me vois pas rester que d'un seul des deux côtés. Voilà. Moi, je pense que la pratique des deux en même temps, c'est vraiment possible. Et ouais, je ne me vois pas choisir. Les deux, c'est cool. Bah, votre palmarès parle pour vous, en tout cas, qu'on peut se dédoubler. Vous êtes rentré dans l'histoire en remportant le premier titre européen de la discipline. Mise en jeu, c'était à Vilnius en mars 2020. En plus, avec une finale face au pays organisateur, il me semble. Une finale au meilleur des 3 matchs, il n'en a fallu que 2 parce que vous vous êtes imposé. Ça fait quoi de rentrer dans l'histoire comme ça, sachant que vous étiez très jeune déjà, dans l'histoire un petit peu d'une discipline toute jeune? Vous la voyez évoluer à la vitesse grand V ou pas? Oui, moi c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le Baseball 5, je pensais pas que ça aurait eu une telle ampleur là comme il y a aujourd'hui dans ma vie. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné le premier championnat d'Europe qui a été organisé, c'est quand même une... voilà, on savait que c'était une discipline qui émergeait et qui était assez nouvelle, donc tout le monde partait au même niveau et on avait nos chances. Et donc ça a été un plaisir d'aller jusqu'au bout de cette expérience et de terminer champion d'Europe. Je m'adresse à celui qui a été l'entraîneur de cette équipe. Lassène, ça fait évidemment, j'imagine, un grand plaisir, mais quand on regarde dans le rétroviseur, comment on est allé construire ce premier vivier, cette version alpha de cette discipline? Ça part d'où cette volonté pour vous et comment vous y êtes pris? La volonté, déjà, j'étais attiré par cette nouvelle discipline. Depuis 2017-2018, on a commencé vraiment à l'organiser un petit peu plus sur le territoire, notamment sur Montpellier où je suis basé, en créant un terrain spécifique dans l'enceinte du Krebs de Montpellier. Donc ça a démarré par ça. Et ensuite, très rapidement, mettre en place des regroupements nationaux en prévision d'une équipe nationale. On a été invité au tournoi à Cuba, il me semble,
fin 2018. D'accord. Et là, en constituant l'équipe avec des athlètes qu'on avait déjà sur nos 2 disciplines majeures, baseball et softball, constitué une belle équipe déjà d'athlètes, mais qui ne connaissaient pas forcément le baseball 5 à l'époque. On a eu la belle surprise de gagner le tournoi féminin à Cuba, à La Havane, d'être plutôt performant sur le... Alors il y avait 3 tournois mixtes, masculins et féminins, donc ça a commencé par des belles performances comme ça, mais sans vraiment être organisé au départ. Et par la suite, la consécration avec le championnat d'Europe, mais avant ça, des sélections, un système de détection. L'Open de France aussi, le premier Open de France en 2020, qui nous a permis déjà de déceler, avec la bonne surprise d'avoir quand même pratiquement 16 équipes, il me semble, à l'époque. Donc là, c'était déjà un premier pas pour nous, pour se dire, on peut rentrer dans des compétitions et être vraiment compétitif. On est légitime, oui. Absolument, absolument. Et c'est ce qui s'est passé. Après, j'avoue que sur le championnat d'Europe, même si l'objectif c'était d'aller se qualifier pour une compétition mondiale, on ne connaissait pas du tout le niveau des adversaires. Donc pour nous, c'était quand même c'était assez surprenant en termes de préparation de stratégie pour aller au bout de l'événement, quoi. C'est génial, on revient aux bases, aux fondamentaux, comme une société sans vidéo, sans réseaux sociaux, on se découvre et ça doit être assez incroyable d'être à la genèse de cela. Vous l'avez dit, un objectif qui s'est transformé en objectif en double vue, c'est que ce titre a offert un ticket à la première Coupe du Monde de Five qui se déroulera à Mexico, qui aurait dû se dérouler, mais le Covid est passé par là en novembre, du 7 au 13, il me semble, oui. de mémoire, novembre. Forcément, un titre, on ne part plus de zéro, on s'étalonne un petit peu, on part avec d'autres objectifs, d'autres envies que ceux de la découverte. On connaît quelques fiefs mondiaux quand même en Five, ça commence à se déterminer, la scène ? Oui, ça se dessine. Alors, on se rapproche un petit peu on va dire, du classement mondial des pays qui dominent le baseball, voire le softball. D'accord. Il y a quand même une similitude dans les pays qui dominent la discipline. Sur le baseball 5, ça reste encore un petit peu confidentiel, quoique les tournois intercontinentaux sont diffusés maintenant sur Internet. Ça nous permet d'avoir aussi des images et de voir un peu le niveau des équipes adverses. Mais il y aura quand même des surprises. C'est-à-dire que là, on ne connaît pas les sélections finales. Leur type de préparation, les moyens qu'ils ont mis. Donc là, on aura aussi une surprise arrivée sur place. Mais on a quand même des objectifs, j'allais dire, on vise le podium, en tout cas pas loin du haut du classement, parce que le fait qu'on ait cette expérience déjà avec le titre de champion d'Europe nous permet de nous dire qu'on peut jouer le haut du tableau. Voilà. Kenya, Corée du Sud, Chine, Taipei, Tunisie, Venezuela, voilà les adversaires d'un groupe B où vous allez donc en découvrir quelques-unes de ces équipes, clairement. Chiara, vous faites partie de cette escouade dévoilée par la fédération. Est-ce que vous vous attendiez à une Coupe du Monde dans une discipline aussi jeune, plus jeune que vous ? Et oui, il y a des choses plus jeunes que vous. Moi, effectivement, là, je suis dans la présélection de l'équipe de France qui va partir au championnat du monde au Mexique. Et c'est vrai que quelques années en arrière, on m'avait dit que j'aurais peut-être l'opportunité de faire un championnat du monde. Là, si j'arrive à terminer les sélections, j'aurais peut-être pas cru, effectivement. Et visiter le Mexique ? Ouais, pas mal aussi, non ? Ouais, le Mexique, c'est une belle opportunité. Alors, Elliot, dans cette structuration qui va crescendo, il y a un bel indicateur aussi de la prise de pouls à l'échelle internationale, c'est cette participation au JOJ, Dakar 2026. C'est un horizon et un terreau qui a toujours été une belle vitrine. Vous me voyez venir vers les JO ou en tout cas vers une médiatisation supérieure. Quel a été le retour des instances internationales, des instances du sport mondial ? Comment ils ont opté pour vous ? Comment ça s'est passé, vous qui étiez à l'intérieur, au niveau de la commission et de la fédération internationale ? C'est assez incroyable en réalité, puisque comme on l'a dit, on a commencé à travailler autour de cette discipline en 2017 et finalement les JOJ étaient prévus à Dakar en 2022. Dès 2020, l'accord était donné pour que le Baseball 5 intègre le programme de Dakar. Alors il se trouve que derrière les JOJ ont été décalés, auront lieu en 2026, tant mieux, ça laisse aussi plus de temps pour que la discipline mûrisse et puis pour que la compétition au sein des JOJ soit bien organisée.
Évidemment, c'est un travail de fond des équipes de la Fédération internationale auprès du CIO pour faire reconnaître la discipline et démontrer ce qu'elle pouvait apporter, notamment dans cet environnement de la pratique sportive jeune internationale. Vous l'avez dit, l'histoire montre qu'il y a parfois des passerelles entre les JOJ et les Jeux Olympiques. On verra si pour le baseball 5, c'est l'avenir qui se dessinera, mais le basket 3-3 est passé par les JOJ, le breakdance qui sera aussi aux Jeux de Paris été à Buenos Aires en Argentine en 2018. Donc pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est un cap. 2026, Dakar, le process de qualification, ce sera une Coupe du Monde jeune de 2025, donc un championnat d'Europe jeune de 2024. Donc en fait, c'est demain. L'objectif pour y participer, il est très proche. Est-ce que c'est pour le moment rendre service à la discipline que de l'imaginer déjà sur la phase ultime des JO? Est-ce qu'on vous sentez une forme de maturation sur sa structuration un peu internationale, ou est-ce qu'il faut quand même y aller un peu piano? Non, je pense qu'il faut être raisonnable dans le sens où déjà l'intégration des disciplines sportives au programme des Jeux, on le sait très bien, les critères qui sont pris en compte sont parfois différents en fonction du pays dans lequel les Jeux ont lieu. La perspective souhaitée par le CIO, elle peut évoluer, elle a évolué dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, on sait que la tendance, elle est vers les sports dits jeunes, urbains, la réduction des effectifs pour des questions notamment de coûts. Effectivement, le baseball 5, ça s'inscrit aussi là-dedans. Donc, pourquoi pas, on est en droit de rêver en ayant contribué un peu au lancement de la discipline. Évidemment, moi, ça me ferait grandement plaisir, comme ça m'aurait fait plaisir que le baseball et le softball puissent rester au programme. Ouais. Clairement, effectivement. Quid, on a parlé de cette implantation internationale qui va crescendo, quid du terrain en France? C'est aussi pour ça que nous avons des acteurs de terrain avec nous. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Championnat du monde, d'Europe, on l'a dit, JOJ à venir. Quid de ce qui se passe aujourd'hui en France? L'émergence de clubs dédiés, l'éventuelle structuration de championnats. Bref, état des lieux de la situation à l'instant T. Je commence par Elliot et puis après on ira prendre le pouls des clubs et des régions. Oui, alors pour l'état des lieux, au niveau de la fédération, la licence à proprement dit, autour de la discipline baseball 5, elle a été mise en place en 2019. Ah, donc licence différenciée déjà. Oui, licence soit cumulée en pratique baseball-softball, comme ça va être le cas pour Chiara qui joue au softball et qui a aussi du baseball 5 sur sa licence, ou licence à proprement dit dédiée au baseball 5. Donc ça, c'est 2019. Aujourd'hui, tout pratiquant confondu, on a à peu près 4500 personnes qui ont du baseball 5 sur leur licence. Ça peut être des gens qui vont pratiquer uniquement le baseball 5 ou qui vont pratiquer le baseball 5 et nos disciplines traditionnelles. Il y en a certains qui vont le pratiquer peut-être une fois dans l'année et d'autres de façon très régulière. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui est croissant année après année. En ce qui concerne les clubs, on a connaissance de quelques associations dédiées à la pratique du baseball 5 qui ont vu le jour, mais qui ne sont pas forcément affiliées en tant que club à part entière auprès de la fédération. On doit aussi les accompagner pour que ça les intéresse aussi de venir dans notre giron aujourd'hui. Bien sûr, ça s'est créé avant tout au sein de nos clubs historiques, puisque nous, les premiers interlocuteurs de la fédération, ce sont nos clubs affiliés pratiquant de baseball et softball. Donc la discipline, elle est née au travers de ces clubs-là et elle continue de grandir, mais on voit quand même un essor. Olivier en est un bon représentant, puisqu'il l'a dit. Là, à contrario, c'est l'université qui a amené la discipline au sein d'un club de la fédération. Donc il y avait un intérêt hors giron fédéral qui a amené la pratique dans le giron fédéral. C'est un très bon exemple. Exactement. Le premier terrain donc, a été inauguré, vous l'avez dit, la scène tout à l'heure, au Krebs de Montpellier il y a 4 ans. Est-ce que ça a fait des émules, des petits bébés, des petites sœurs, des petits frères? Ou est-ce que cette mobilité, cette urbanité, le fait qu'on puisse en tracer un à la craie avec une balle rend ce côté mobile et flexible? Ça, c'est très important. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. On peut jouer partout. Ce n'est pas une fin en soi que d'avoir un terrain dédié. Évidemment, un terrain dédié, c'est pas mal parce qu'en matière de communication autour de la discipline, ça rend la discipline visible. Ça donne aussi un point de rendez-vous aux pratiquants. Donc c'est facile, on sait que si on veut jouer, on se rend au terrain, on peut y jouer de façon régulière. Donc c'est un plus. Maintenant, on peut effectivement jouer au baseball 5 n'importe où. Ça a fait quelques émules puisqu'il y a des collectivités qui ont décidé d'accompagner nos clubs sur des tracés de terrain. L'avantage autour de cette discipline, c'est que le terrain il est assez petit. Donc on peut trouver des espaces même assez
cœurs de ville finalement qui sont un peu laissés à l'abandon. Leur donner une deuxième jeunesse pour de la pratique sportive, c'est aussi un côté un peu sympa autour du projet, c'est qu'on peut amener le Baseball 5 comme un outil de redynamisation de certains espaces un peu dans le public. Exactement. De votre côté, à Nîmes, Olivier, vous avez été proactif. C'est grâce à vous qu'il y a cette section de Five où ça s'est nourri un petit peu différemment avec l'apport des étudiants à l'UFR Nîmes où vous enseignez. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, c'est la relation professionnelle puis d'amitié avec la scène qui m'a fait découvrir le Baseball 5 et j'ai donc sur ce premier terrain au Krebs de Montpellier et en fait j'ai personnellement adhéré à la pratique. D'accord. Et en fait en changeant un petit peu de voie professionnelle et en arrivant sur le STAPS à l'université de Nîmes, j'ai proposé à mes directeurs, à ma directrice, de pouvoir enseigner le Baseball 5, de pouvoir proposer. Donc là, cette année, je vais proposer à plus de 150 étudiants la pratique régulière du Baseball 5 hebdomadaire à partir de janvier. Là, j'en ai une cinquantaine toutes les semaines que je vois 2 fois par semaine sur des créneaux de SUAPS, donc des créneaux loisirs. Ouais. Ouverts à l'ensemble des étudiants de l'université, pas spécifiquement au STAPS. Certains se licencient, d'autres ne se licencient pas. Et Une vingtaine de licenciés, c'est ça, à l'heure actuelle, Olivier ? J'ai 25 licenciés. Ça fait quand même une conversion qui est plutôt intéressante. C'est ça. Je parle sous le contrôle des personnes en plateau, c'est quand même pas mal. C'est ça. Et l'un dans l'autre, pour proposer aussi au niveau donc pour les STAPS et au niveau de l'université des projets un petit peu innovants, un petit peu fun, en lien justement avec la dynamique de la discipline. La scène en parlait tout à l'heure, on a tenté le pari d'aller faire l'Open de France à l'INSEP il y a 2 ans, parce que pour moi, un étudiant en STAPS qui a la possibilité d'aller à l'INSEP, c'est toujours intéressant. Et apparemment, d'avoir des non-spécialistes, peut-être que Chiara le dira, je ne me rappelle plus si tu étais là ou pas, mais des non-spécialistes qui ont appris le Baseball 5 versus des spécialistes de baseball ou de softball qui doivent un petit peu désapprendre leur pratique pour s'adapter à une pratique un peu différente. Ça a permis, je pense, une dynamique intéressante et en tout cas une ouverture d'esprit, en tout cas pour les collègues, là, pour Elliot, pour la scène et puis les autres collègues de la Fédé sur comment présenter cette discipline et puis comment réussir à la dynamiser. Et justement, la scène, ce qui en a découlé, c'est d'évoluer sur une certaine émulation dans les clubs, potentiellement, de leur faire découvrir assez tôt à ces licenciés classiques le Five. Comment vous avez essayé de développer ça, de surfer sur la vague ? Alors c'est propre après à chaque club, on va dire, en termes de philosophie. Pas d'ingérence là-dessus. Ouais. Oui, absolument. Mais bon, la première approche, c'est déjà de leur faire découvrir en interne, en club pour les spécialistes justement de notre discipline traditionnelle, leur dire au moins essayez, faites une petite séance d'initiation par exemple, en dehors même des créneaux d'entraînement prévus. Et puis ensuite, voyez un petit peu comment ça se passe en termes de dynamique. Après, nous, on est là pour les accompagner et leur faire essayer l'activité. Il n'y a rien de tel finalement. Il y a quelques années, avec Elliot, on avait mis en place une première formation en 2018 pour des dirigeants de clubs, voire des représentants de régions, leur faire découvrir l'activité, un tout petit peu de théorie pour leur expliquer le principe et les règles, et tout de suite on les a mis en activité sur le terrain, et là ils se sont régalés, quoi. Ils ont vraiment découvert ce que c'était. Il n'y a rien de tel, il faut essayer sur le terrain pour découvrir les avantages de cette nouvelle discipline. Donc voilà le message qu'on essaie de faire passer en tout cas. Pas de championnat encore évidemment, on l'a dit, mais l'Open de France, donc 3e édition, Clermont, 21-22 janvier. Elliot, est-ce que dans ce contexte de progression de la discipline, il y aura quelques innovations, plus d'équipes engagées ? Comment vous voyez cette progression ? On passe de l'INSEP à Clermont du coup, hein ? On passe de l'INSEP à Montpellier. À Montpellier, oui. Parce que le premier avait lieu en 2020, 2021 a dû être annulé, 2022 a eu lieu à Montpellier, 2023 sera à Clermont-Ferrand.
Innovation. Alors déjà sur le nombre d'équipes, vous avez parlé du nombre d'équipes. Déjà l'innovation de l'année dernière, c'est l'intégration de 2 catégories d'âge. On est passé de la catégorie grande, dite senior, de 16 ans et plus. On a intégré aussi les 15U l'année dernière, donc on va dire 11-15 ans. On veut continuer aussi avec ça, puisque avec les objectifs qui nous attendent dans quelques années, on veut que les jeunes y jouent le plus tôt possible. Ça va continuer. La difficulté pour augmenter le nombre d'équipes, c'est l'espace, puisqu'après il faut avoir des lieux d'accueil qui peuvent être de plus en plus grands. Je pense qu'on sera à peu près sur le même nombre d'équipes, de façon à pouvoir aussi qualifier des équipes, accueillir les équipes dans des bonnes conditions. Et puis sur l'accueil et ce qu'on fait autour de l'événement, ça c'est ce qui va se travailler là dans les 3 mois qui viennent. Moi je serai à Clermont-Ferrand la semaine prochaine pour visiter le site et rencontrer à la fois les dirigeants du club et de la métropole de Clermont-Ferrand pour parler de la discipline et aussi pour voir ce qu'on va faire un petit peu à l'horizon de janvier pour essayer d'en faire un bel événement qui se structure, qui devient de plus en plus intéressant et qui sportivement aussi en termes de niveau forcément monte puisqu'il y a de plus en plus de monde qui joue. Donc entre la première et la deuxième édition, on a déjà vu le niveau encore monter d'un cran et j'imagine que d'ici à janvier, ça va être encore le cas. Et puis pour les non-initiés, c'est l'occasion de venir et de voir votre niveau aussi, votre regard upgradé de la découverte de la discipline jusqu'au moment où vous pourrez apprécier les performances. Ça peut aller assez vite parce que c'est spectaculaire et éminemment télégénique et en tout cas pour les yeux, c'est assez dingue. Chiara, avec la scène, on croise les doigts pour vous, hein, avec cette belle épreuve au Mexique qui vous attend. On vous souhaite le meilleur. Chiara, qu'est-ce que je vous souhaite pour Mexico ? Je tends l'oreille. Hein. Je pense que la victoire, ça peut être pas mal. Très bien, il y a de l'ambition, c'est super. Eh bien, on suivra ça évidemment. Chiara, merci d'avoir été avec nous. Olivier, pareil, on vous laisse vous refaire un petit peu la voix, puisque du côté des alligators, on donne de la voix à Nîmes. Merci d'avoir été avec nous. J'ai appris sur ce plateau que l'amitié entre Nîmes et Montpellier existait. Ça existe, absolument. Bien sûr. Bien sûr. Merci Lassène et Elliot de nous avoir accompagnés sur ce plateau. C'était un plaisir d'évoquer le Five avec vous. Merci aussi aux équipes en régie autour d'Anthony qui a relevé notre chef d'édition au pied levé, qui a été excellent. Merci Anthony de Revet d'avoir été avec nous en régie. Merci aussi à Romain, à Alexandra, à Lucie et à Sandrine, sans qui cette émission serait tout simplement impossible. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel opus du club sur Sport en France.